Oups, on a oublié ta place, a rigolé ma sœur. Maman m'a pointé du doigt la sortie. J'ai souri. Ne t'en fais pas, il semble que nous ayons toutes les deux oublié quelque chose. Avant que le gâteau ne soit coupé, ma sœur était en larmes, me suppliant de revenir. Oups, on a oublié ta place, a rigolé ma sœur. Brooke a tapoté son ongle manucuré contre le plan de table au cadre doré exposé à l'entrée de la salle de bal. Le parfum doucereux de milliers de roses blanches flottait, lourd, dans l'air chaud de l'hôtel. À travers les doubles portes ouvertes, le tintement de l'argenterie lourde sur la porcelaine fine et le faible bourdonnement des invités fortunés s'échappaient par bribes. Je me tenais là et laissais l'humiliation m'envahir. Le satin épais et froid de l'enveloppe dans ma main droite me rattachait à la réalité. J'avais 39 ans. Je travaillais comme responsable régional de la conformité de la paix, auditant les registres d'entreprises et traquant les millions manquants pour des systèmes de santé. Je n'étais pas une enfant confuse. Pourtant, je me tenais dans un couloir à regarder un panneau qui avait systématiquement effacé mon existence de la famille. Maman s'est approchée de Brooke, sa robe en soie coûteuse a bruissé dans son mouvement. Elle a pointé un doigt tranchant vers les panneaux de sortie au bout du couloir. « Tu devrais probablement rentrer chez toi, Amanda, a dit maman doucement. Son ton avait cette intonation mesurée et étudiée qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait se faire passer pour la victime. Nous ne voulons pas alourdir la journée spéciale de Brooke avec tes drames inutiles. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi on me jetait de la célébration que j'avais passée l'année dernière à financer. Au lieu de cela, j'ai regardé directement la mariée. J'ai souri. Ne t'en fais pas, ai-je dit. Il semble que nous ayons toutes les deux oublié quelque chose. Le sourire de Brooke s'est crispé. Ses yeux sont descendus vers ma main. Dorure de l'enveloppe a capté la lumière du lustre en cristal, mais c'était le tampon d'encre noire dans le coin qui retenait son attention, le sceau circulaire épais de la cour des affaires familiales. « Où étais-tu la semaine dernière » a demandé Brooke, sa voix perdant complètement son registre innocent et rieur. « Quelque part où tu aurais dû aller il y a 16 mois, lui ai-je dit. » Maman s'est rapidement interposée entre nous. Elle a laissé échapper un rire fort et forcé à l'attention de deux demoiselles d'honneur qui passaient dans des robes assorties couleur rose poudrée. « Oh, Amanda se sent juste un peu mise de côté », a annoncé maman à l'espace vide autour de nous. Elle a saisi mon bras, ses ongles manucurés s'enfonçant douloureusement dans ma peau nue. Pars tout de suite. Par-dessus l'épaule de maman, je pouvais voir Daniel près d'une sculpture sur glace élaborée, le marié. Il riait avec ses témoins, tenant une grande coupe de champagne, l'air beau et complètement détendu. Il n'avait aucune idée que la femme qu'il s'apprêtait à épouser était encore légalement liée à quelqu'un d'autre. Claire, la planificatrice de mariage de l'hôtel, s'est précipitée vers nous avant que maman ne puisse me pousser vers la sortie. Claire tenait un presse-papier serré contre sa poitrine et un casque sans fil accroché à une oreille. « Brooke, je suis tellement désolée de vous interrompre », a dit Claire, essoufflée. « J'ai besoin de l'autorisation finale pour l'extension du bar premium et le transport pour la préfète. L'hôtel exige que la carte enregistrée soit débitée une fois de plus avant que la réception ne commence officiellement. » Amanda s'en occupe, a dit Brooke d'un ton fluide. Elle n'a même pas regardé la planificatrice. Elle a gardé ses yeux fixés sur mon enveloppe. Claire s'est tournée vers moi, m'offrant un sourire poli et tendu. Elle a tendu un terminal de paiement. Je n'ai pas approuvé ces frais, ai-je dit, ma voix stable et assez forte pour que maman l'entende. Et je ne suis pas la signataire principale du contrat de la salle. Vous devrez collecter les 17 500 $ restants auprès des mariés. La tête de Brooke s'est tournée brusquement vers moi, le sang quittant ses joues. Tu ne vas pas m'embarrasser pour de l'argent devant tout le monde. Cela a cessé d'être une question d'argent il y a des mois, Brooke. J'ai tourné le dos et je me suis éloigné des portes de la salle de bal. La moquette florale épaisse étouffait mes pas alors que je me dirigeais vers les ascenseurs du hall. Brooke n'est pas restée pour répondre à la planificatrice de mariage. Elle m'a poursuivi. Elle m'a rattrapé juste au moment où j'atteignais la rangée d'ascenseurs et appuyais sur le bouton de descente. Les rires avaient complètement disparu. La mariée confiante qui venait de se moquer de ma place manquante était introuvable. Elle serrait son bouquet en cascade si fort que les tiges vertes épaisses se pliaient et craquaient sous ses doigts. « Ne donne pas cette enveloppe à Daniel », a-t-elle chuchoté, regardant frénétiquement par-dessus son épaule. « Pourquoi » ai-je demandé, gardant les yeux fixés sur les portes en laiton devant moi. « Tu m'as dit qu'il n'y avait rien dedans que je ne sache déjà. »
Tu as dit que c'était juste de la paperasse juridique standard. Brooke a dégluti difficilement, sa respiration s'est saccadée. Maman l'appelait depuis le bout du couloir, lui faisant signe de revenir pour les portraits de famille. L'ascenseur est arrivé avec un léger tintement clair. Je suis monté à l'intérieur, je me suis retourné et j'ai regardé les lourdes portes métalliques glisser pour se fermer sur le visage terrifié de ma sœur. Le tintement doux de l'ascenseur s'est déplacé dans ma mémoire, se confondant avec la sonnerie stridente du minuteur du four de maman lors d'un dîner de famille 6 mois plus tôt. Nous étions assis autour de la table de la salle à manger. Daniel était en face de moi, me passant un plat en céramique lourd de pommes de terre rôties. Il avait souri si chaleureusement, plein d'une gratitude sincère. « Je veux vraiment te remercier, Amanda », avait dit Daniel. Brooke m'a dit à quel point tu l'avais aidé pendant le divorce il y a 2 ans. Je sais que les avocats coûtent incroyablement cher, et ton soutien signifie énormément pour nous. J'avais arrêté de mâcher. 2 ans. Cette chronologie n'avait tout simplement aucun sens. Je possédais un esprit structuré pour la conformité et l'audit. Je me souvenais clairement avoir payé une facture juridique importante pour Brooke tout juste 11 mois auparavant. Je ne les ai pas confrontés directement à table. J'ai posé tranquillement ma fourchette en argent sur ma serviette. « Quand as-tu vu le jugement final, Daniel ?» ai-je demandé. Brooke est intervenu avant même qu'il ne puisse prendre son souffle pour parler. « Oh, la paperasse a été finalisée il y a une éternité », a-t-elle dit joyeusement, lui versant rapidement plus de vin pour le distraire. Sous la table, un coup de pied pointu a heurté mon tibia. Maman. Le signal silencieux, profondément familier, exigeant ma soumission absolue. J'ai pris une longue gorgée de mon eau glacée, j'ai hoché la tête une fois et j'ai laissé la conversation passer au parfum du gâteau de mariage. Plus tard cette même nuit, assise seule au petit bureau de mon appartement calme, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai affiché ma feuille de calcul financière. J'avais nommé le fichier soutien familial. Je ne suivais pas l'argent par malveillance. Je le suivais parce que ma famille avait l'habitude implacable de réécrire l'histoire chaque fois que Brooke avait besoin d'un sauvetage. J'ai fait défiler l'écran jusqu'à la colonne des frais juridiques, 18 000 $ payés directement à un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille sur une période de 3 ans. J'ai trouvé la date de la toute dernière facture, j'ai ouvert mon navigateur web et j'ai navigué vers le portail public du tribunal de comté. J'ai tapé le nom d'épouse légale de ma sœur. L'écran s'est chargé lentement. J'ai lu le résumé de l'affaire une fois, puis je me suis approché, j'ai frotté mes yeux fatigués et j'ai relu chaque ligne. Il n'y avait aucun jugement final enregistré nulle part sur le document. La toute dernière entrée sur le registre public était un non-lieu. Le juge avait rejeté l'ensemble de l'affaire pour défaut de poursuite. J'ai posé mes 2 mains à plat sur mon bureau en bois frais. J'ai compté les jours, remontant le fil du temps à partir de la date actuelle. Brooke avait accepté la demande en mariage de Daniel et commencé à planifier un mariage d'hôtel élaboré bien après que son affaire de divorce était déjà morte au tribunal. Ma sœur s'apprêtait à épouser Daniel dans une salle de bal remplie d'invités fortunés alors que le tribunal la répertoriait toujours comme l'épouse de Mason Reed. Il y a 3 ans, ma sœur se tenait sous la lumière vacillante du porche de mon ancien appartement en location. La pluie trempait les épaules de sa veste en jean. Une seule valise rose surdimensionnée reposait contre sa jambe. C'était en juin 2023. Brooke n'a pas frappé. Elle a juste attendu là jusqu'à ce que je regarde par hasard par la fenêtre avant. Quand j'ai ouvert la porte, elle est entrée en frissonnant, laissant une traînée d'eau sur le parquet. Mason a tout pris, a-t-elle chuchoté, fixant ses chaussures mouillées. Il contrôle les comptes. Je n'ai plus absolument rien. Je n'ai pas exigé les détails sordides de son mariage raté. Ma sœur avait besoin d'un endroit sûr. J'ai donc traîné sa lourde valise dans la chambre d'amis. Nous nous sommes assis à ma table de cuisine pour boire du thé tiède et j'ai tracé exactement ce que je pouvais faire, 6 mois de soutien. Je paierai son propriétaire directement. J'écrirai les chèques pour un avocat en droit de la famille. Pas de transfert d'argent liquide. Elle devait trouver un emploi stable. Merci, avait reniflé Brooke, s'essuyant les yeux avec le revers de sa manche. Juste le temps que je me remette sur pied. 2 jours plus tard, ma mère est entrée chez moi en utilisant la clé de secours que je lui avais bêtement fournie des années auparavant. Maman a posé son sac de créateur sur le comptoir et a croisé les bras. 6 mois est un délai arbitraire, Amanda, a dit maman.
Sa voix portait ce ton doux et déçu qu'elle avait perfectionné au fil des décennies. Ton père t'a dit de veiller sur elle avant de mourir. Il savait que Brooke était fragile. Papa nous a appris à aider les gens à se tenir debout, ai-je répondu en lavant une tasse de café dans l'évier. Il ne nous a pas appris à les porter éternellement. Maman a soupiré bruyamment, secouant la tête. Tu as toujours été si froide. Brooke était assise à la table, parfaitement silencieuse, laissant le sentiment de culpabilité flotter dans l'air lourd. J'ai séché mes mains sur une serviette. La pression familière s'est installée lourdement dans ma poitrine, mais je n'ai pas brisé ma propre règle. J'ai signé un chèque pour la provision de l'avocat et je l'ai remis à ma sœur, en le libellant uniquement à l'ordre du cabinet. Ce même soir, j'ai ouvert une feuille de calcul vierge sur mon ordinateur portable. Je l'ai intitulé Soutien familial. J'ai enregistré la date, le numéro de chèque et l'objet exact. Chaque mois, je consignais les paiements de loyer, les minimums de carte de crédit et les factures juridiques. L'argent sortait de mon compte, mais il allait directement au prestataire, tandis que Brooke passait ses journées à se plaindre de l'injustice du marché du travail. J'ai passé mes nuits à ce petit bureau. Je travaillais à mon emploi salarié de paix d'entreprise la journée. Après le dîner, j'étudiais pour obtenir des certifications avancées de conformité. J'ai refusé les week-ends au spa avec ma sœur. J'ai sauté les dîners de famille pour terminer des examens d'entraînement. Tu ne sais vraiment pas profiter de la vie, m'a dit maman au téléphone un soir. Tu travailles trop. Cela te rend inaccessible. Elle ne savait pas que ces certifications s'accompagnaient d'une augmentation substantielle de salaire. J'ai gardé mes nouveaux revenus complètement cachés. Mon amie d'université Elena, qui travaillait comme avocate en droit civil en ville, m'avait donné un conseil crucial autour d'un café. Elle m'avait dit de bâtir un fonds d'urgence dans une banque complètement différente et de ne jamais mentionner le solde. En août 2025, les nuits tardives ont enfin porté leurs fruits. J'ai acheté un appartement de 2 chambres près du centre-ville en utilisant mes propres économies. Maman a visité le nouvel endroit une seule fois. Elle a traversé le salon modeste, a critiqué le manque d'espace extérieur, puis a tendu la main. J'aurais besoin d'une clé de secours pour les urgences familiales. Le gérant de l'immeuble a un protocole d'urgence, lui ai-je dit, m'appuyant contre la porte d'entrée. C'est lui qui garde la clé maîtresse. Brooke a ri depuis l'îlot de la cuisine. Tu as peur que quelqu'un vienne voler ta petite boîte d'appartement? Non, ai-je dit calmement. J'ai ouvert la porte et j'ai attendu qu'elles partent. Lorsqu'elles ont fait un pas dans le couloir, j'ai tiré la lourde porte en bois pour la fermer. Le peine dormant s'est enclenché avec un clic fort et satisfaisant. Pour la première fois de ma vie, je me tenais dans un foyer qui ne contenait pas les factures impayées de ma sœur ou les jugements discrets de ma mère. Du moins, c'est ce que je croyais. La barrière financière a fonctionné jusqu'à ce que Brooke commence à planifier son mariage avec Daniel. Elle se plaignait constamment des prestataires et des feuilles de calcul confuses, me demandant finalement d'examiner son budget. Elle m'a envoyé par email une liste filtrée de transactions bancaires. Je me suis assise dans mon appartement sécurisé et verrouillé, et j'ai ouvert le fichier. J'ai fait défiler l'écran au-delà des acomptes pour les fleurs et des devis de traiteur. Puis mes yeux ont capté une écriture particulière, un dépôt avait été crédité sur le compte de Brooke en mars 2025. La description indiquait clairement le cabinet d'avocats en droit de la famille que nous avions engagé pour son divorce. Ils avaient émis un remboursement pour des heures non facturées, $8,600. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. J'ai vérifié la ligne suivante sur la feuille de calcul. Exactement 2 jours après que le cabinet d'avocats avait restitué l'argent, un débit apparaissait, c'était la compte initiale pour la salle de bal de l'hôtel historique, d'un montant de $8,500. Brooke m'avait regardé dans les yeux et avait juré que chaque centime de ma provision était allé au règlement de son divorce complexe. J'ai surligné les 2 lignes sur l'écran. J'ai enregistré une copie du fichier directement sur mon disque local sécurisé. L'argent qui aurait dû mettre fin au premier mariage de Brooke avait payé la salle où elle prévoyait de commencer le second. Les $17,500 finaux pour la salle exigent une simple condition, ai-je dit à Brooke au téléphone le lendemain matin. Ma sœur a eu un hoquet de surprise, un souffle court qui précédait habituellement une crise de colère. Tu n'as absolument aucun droit de fouiller dans ma vie privée, Amanda. Parce que tu t'es servi de ton divorce pour me demander une aide financière, lui ai-je rappelé, gardant un ton parfaitement plat. J'ai juste besoin d'une copie du jugement final certifié pour mes dossiers avant d'autoriser le paiement du mariage.
2 heures plus tard, un email est arrivé dans ma boîte de réception. Le fichier joint portait le nom jugement-divorce-final-certifie. L'éclat de l'écran d'ordinateur illuminait mon salon sombre pendant que j'ouvrais le document. Mon travail quotidien consistant à traquer les fonds de santé manquants, je passais 40 heures par semaine à chercher des chiffres incohérents. Le numéro de dossier correspondait parfaitement au registre du tribunal, mais le tampon du greffier semblait terriblement flou par rapport au texte noir net des paragraphes environnants. Les marges se décalaient légèrement à la page 3, laissant un espace étrange près du bas. Plus important encore, la date du jugement était indiquée comme étant 3 semaines après la date de non-lieu que j'avais vue sur le registre public. Un souvenir soudain a détourné mon attention des dates. J'ai navigué vers un dossier archivé et j'ai ouvert une ordonnance de pension alimentaire temporaire que ma sœur m'avait transférée 1 an auparavant lorsqu'elle avait besoin d'argent pour son loyer. En plaçant les 2 fenêtres côte à côte, la vérité est devenue douloureusement évidente, le tampon sur l'ordonnance temporaire présentait le même flou pixelisé sur le bord gauche que le nouveau jugement. Je n'ai pas modifié le fichier et je ne l'ai pas confronté immédiatement. J'ai enregistré l'email d'origine dans un dossier sécurisé et j'ai noté les anomalies sur un bloc-notes jaune. Mon téléphone portable a vibré contre le bureau, me faisant sursauter dans la pièce calme. Maman appelait. Brooke pleure de manière incontrôlable, a dit la femme qui m'a élevé dès que j'ai répondu. Pourquoi punis-tu ta sœur parce qu'elle a enfin trouvé le bonheur? As-tu réellement vu le jugement certifié, maman? Elle a complètement ignoré la question, pivotant instantanément vers son arme favorite. Ton père aurait le cœur brisé de te voir traiter ta famille comme un auditeur traite un suspect. Tu dois penser à notre réputation et arrêter ces folies. Au lieu de discuter, j'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel et j'ai posé le téléphone face contre terre. Maman protégerait toujours sa fille cadette, j'avais donc besoin de preuves indéniables. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de message et j'ai écrit une demande très spécifique à Brooke, avant que je n'autorise le paiement restant, confirme par écrit que ton premier mariage a légalement pris fin et que le document ci-joint est le jugement final certifié. Lorsque la réponse est arrivée 12 minutes plus tard, elle contenait exactement ce dont j'avais besoin, oui, je suis légalement divorcé. Libère le paiement et arrête de créer des problèmes. J'ai imprimé la discussion immédiatement. Ma sœur venait de sceller son mensonge par écrit, ignorant complètement qu'elle venait de me remettre le levier exact dont j'avais besoin. Le lendemain après-midi, le sifflement d'une machine à expresso remplissait le café bruyant situé juste en face du tribunal de comté. J'ai fait glisser l'email imprimé et le PDF suspect sur une petite table en bois. Elena a ajusté ses lunettes, parcourant les pages avec le silence professionnel d'une avocate en droit civil. Écoute-moi attentivement, mon ami, a dit mon ami en tapotant un stylo argenté contre le papier. Ne publie rien en ligne, ne la menace pas et n'appelle pas son employeur. Tu vas traverser la rue, obtenir le dossier officiel et laisser la trace écrite parler d'elle-même. Elena a pris une lente gorgée de mi-café noir, ses yeux scannant à nouveau le tampon flou du tribunal. Tu ne récupéreras pas tout ton argent, Amanda. Un juge considérera certains de ses premiers paiements comme un cadeau. Mais tu peux arrêter l'hémorragie et tu peux protéger Daniel d'un mariage basé sur une fraude. Laissant ma tasse à moitié vide sur la table, je suis sorti dans l'air frais de l'automne. Le hall du tribunal bourdonnait de l'urgence feutrée des avocats et des agents de sécurité. Le bureau du greffier sentait le vieux papier et la cire à parquet. Je me suis approché du comptoir en verre épais, j'ai payé une petite somme et j'ai demandé le registre certifié de l'affaire de Brooke Reed. L'homme derrière la cloison a apposé un seau lourd sur une feuille de papier neuve et l'a fait glisser dans la fente métallique au bas. Il n'a donné aucun conseil juridique, juste un hochement de tête fatigué en appelant le numéro suivant. Rapportant le document de l'autre côté de la rue, je me suis assise en face d'Elena et j'ai placé le registre certifié à côté du PDF que ma sœur m'avait envoyé par email. Les dates étaient indéniablement contradictoires, le dossier officiel du tribunal confirmait un non-lieu il y a 16 mois, et il n'y avait absolument aucun jugement final dans les dossiers. Elena a étudié les 2 documents contradictoires pendant un long moment. Elle a levé les yeux, son expression tout à fait sérieuse. Si cela a été modifié, ta sœur n'a pas seulement menti sur un divorce. Elle a utilisé ce mensonge pour te faire payer. Mes doigts ont bougé rapidement sur le clavier alors que je supprimais mes profils de facturation enregistrés de chaque portail de prestataire de mariage. Désactiver les paiements automatiques pour les cartes de crédit de ma sœur n'a pris que 3 clics, et j'ai immédiatement changé les mots de passe de tous mes comptes bancaires personnels. Ensuite, j'ai rédigé un email poli pour Claire.
J'ai expliqué clairement que je n'étais pas la partie contractante pour la salle et que tout nouveau frais nécessitait une autorisation distincte de la part du couple. La planificatrice de mariage a répondu 10 minutes plus tard par une brève confirmation. Mon téléphone de bureau a sonné plus tard cet après-midi-là. Le directeur régional appelait pour m'offrir officiellement le poste de responsable régional de la conformité de la paix, accompagné d'une augmentation substantielle de salaire. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas envoyé de SMS à ma sœur. Au lieu de cela, j'ai retrouvé Elena pour dîner dans un restaurant italien calme et j'ai célébré cela autour de pâtes fraîches. L'argent supplémentaire irait directement alimenter mon fonds d'urgence et mes comptes de retraite. Ma famille avait toujours considéré mes revenus comme une ressource partagée destinée à régler leurs crises récurrentes, tout en traitant le compte bancaire de Brooke & Nash sa réussite personnelle intouchable. Cette époque était définitivement révolue. Le signal sonore de sécurité de mon appartement a résonné dans le couloir calme le soir suivant. M'approchant du panneau mural, j'ai appuyé sur le bouton de la caméra. Maman se tenait sur les marches d'entrée en béton de l'immeuble. La femme qui m'a élevé serrait son sac à main coûteux et semblait particulièrement agacée d'être obligée d'attendre. J'ai poussé l'interrupteur de l'interphone et j'ai proposé de la retrouver pour un café le lendemain matin. « Laisse-moi monter tout de suite. » Sa voix a grésillé à travers le petit haut-parleur en plastique. « Nous devons parler en famille, et je n'ai pas de clé de secours. » Ce n'était pas un oubli, ai-je dit calmement. Des larmes sont montées dans ses yeux sur le flux vidéo de mauvaise qualité. Je me suis éloigné du panneau, je suis allé dans ma cuisine et j'ai laissé la lourde porte en bois fermement verrouillée. Elena a rédigé une lettre strictement neutre à l'attention de Mason Reed dès le lendemain matin. L'avocate demandait uniquement une copie du jugement final ou tout document judiciaire connexe, en prenant soin de ne rien mentionner sur le mariage à venir ou sur une fraude potentielle. Assise en face du bureau en bois verni, j'ai finalement exprimé ma plus grande peur, j'ai admis que Mason était peut-être un mari violent et contrôlant, prolongeant intentionnellement la procédure pour retenir son épouse séparée en otage. Nous allons nous en tenir strictement aux documents officiels, a conseillé Elena en scellant la lettre dans une enveloppe propre. Nous ne faisons pas confiance aux performances émotionnelles de qui que ce soit. J'espérais sincèrement que Mason s'avérerait être le méchant de cette histoire. Ce fragile espoir a volé en éclats exactement 3 jours plus tard. La réponse est arrivée par les voies juridiques officielles. L'avocat de Mason a fourni une copie du projet d'accord en même temps qu'une explication très claire de la chronologie. Mason avait en réalité signé l'accord de plein gré il y a des années. Brooke avait été celle qui avait refusé de fournir une déclaration complète de ses dettes au tribunal. Après des mois de silence complet de sa part, le juge n'avait eu d'autre choix que de rejeter l'ensemble de l'affaire. L'avocat a également joint un échange de mails imprimés datant de 16 mois. Mes yeux ont parcouru le message imprimé de Mason. Il l'avait averti en toutes lettres, nous sommes toujours légalement mariés tant qu'un juge n'a pas rendu de jugement final. La réponse de Brooke figurait juste sous son avertissement, je sais. Je m'en occupe. J'ai apporté l'épais dossier de documents dans mon salon et j'ai débarrassé ma petite table de salle à manger, plaçant l'avertissement imprimé de Mason à côté de l'email récent où ma sœur jurait qu'elle était légalement divorcée. J'ai étudié les dates de près, et exactement 16 mois séparaient les deux messages. Ce n'était pas une erreur administrative, et ce n'était certainement pas un malentendu causé par un système juridique déroutant. J'ai tapé une chronologie des événements, j'ai imprimé 2 copies et j'ai verrouillé le jeu de documents principal dans un coffre-fort ignifuge caché dans le placard de ma chambre. Brooke savait. Elle savait depuis 16 mois, et chaque dollar qu'elle m'avait demandé après cela s'accompagnait d'un mensonge. La salle de réunion d'Elena sentait le propre et le cuir cher, offrant un contraste saisissant avec la veste en toile usée posée sur la chaise en face de nous. Mason Reed ne ressemblait pas au monstre contrôlant que ma sœur avait décrit pendant 3 ans. L'électricien commercial semblait simplement complètement épuisé, tenant un dossier Kraft épais qu'il a posé délicatement au centre de la grande table en bois. Il n'a pas demandé ma sympathie et n'a pas présenté d'excuses pour le passé. Mason voulait simplement que son nom soit légalement détaché d'une femme qui s'apprêtait à en épouser un autre. Mon amie avocate a ouvert le dossier et en a extrait une pile épaisse de papier. Mason avait apporté le projet d'accord de règlement, les premiers emails d'échange d'informations financières et une copie conforme de l'ordonnance de pension temporaire de leurs premières audiences au tribunal. Au moment où Elena a placé l'ordonnance temporaire authentique à côté du document imprimé que ma sœur m'avait envoyé par email, toute la pièce est devenue parfaitement silencieuse. Le numéro de dossier du tribunal se trouvait exactement à la même place sur les 2 pages.
Le tampon du greffier présentait le même flou pixelisé sur le bord gauche, une petite rayure sur la vitre du scanner du tribunal avait transféré un minuscule point noir sur les deux documents. Brooke avait pris une ordonnance financière temporaire, en avait modifié le texte pour en faire un jugement final et me l'avait présenté comme preuve d'un mariage dissous. Elena a tapoté son stylo argenté contre le bois, déclarant clairement qu'un expert en analyse de documents devrait formellement vérifier la modification plus tard, mais que la preuve visuelle était accablante. Mason s'est penché en avant et a expliqué exactement pourquoi l'affaire de divorce était morte, il avait en réalité signé le projet d'accord de règlement volontairement, désireux de passer à autre chose. Brooke, quant à elle, avait complètement refusé de soumettre sa déclaration financière obligatoire au juge. Ce retard n'était pas né de la paresse ou de la confusion, ma sœur traînait plus de 86 000 $ de dettes de cartes de crédit secrètes, accumulées sur plusieurs comptes de magasins cachés. Elle savait qu'un véritable partage des biens ferait apparaître ces chiffres peu reluisants dans le dossier public. Plus important encore, elle savait que Daniel ferait une vérification de ses antécédents de crédit avant qu'il ne demande un prêt immobilier commun. Brooke prévoyait d'utiliser l'historique de crédit impeccable de son nouveau mari pour obtenir une maison de luxe en banlieue, puis de régler discrètement ses papiers de mariage précédents après la lune de miel. Rentrant dans mon appartement calme plus tard ce soir-là, je me suis assise sur mon canapé et j'ai fixé l'écran vide de la télévision. Le silence pesait lourdement sur mes oreilles. J'avais besoin de savoir exactement jusqu'où allait la complicité dans ma famille, j'ai donc pris mon téléphone portable et j'ai composé le numéro de la maison où j'avais grandi. Maman a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix enrobée de cette couche familière de gaieté forcée. Je n'ai pas hurlé et je n'ai pas révélé la montagne de preuves imprimées posées sur ma table de salle à manger. J'ai simplement dit à la femme qui m'avait élevé que j'avais extrait le registre certifié du tribunal et qu'il ne contenait aucun jugement final pour le divorce. La ligne est restée d'un silence de mort pendant 10 secondes complètes. Une voiture est passée devant ma fenêtre, ses phares balayant le mur de mon salon avant que maman ne prenne enfin la parole. La paperasse peut être réglée après la lune de miel, Amanda. Mes poumons me semblaient complètement vides. J'ai serré fermement le bord en plastique du téléphone. Est-ce que Daniel le sait? Maman a poussé un soupir exaspéré, le genre qu'elle réservait habituellement aux enfants têtus qui laissaient tomber de la nourriture sur sa moquette propre. Il n'a pas besoin de connaître chaque détail moche du passé de ta sœur. Tu es en train de faire toute une histoire d'un simple retard administratif. J'ai mis fin à l'appel sur le champ. Mon pouce a plané sur l'écran pendant que j'ouvrais notre fil de discussion par SMS. J'avais besoin que son aveu soit consigné par écrit, tout comme l'email de Brooke. J'ai tapé une seule phrase directe, tu sais qu'elle est toujours légalement mariée. 3 minutes d'angoisse se sont écoulées avant que la bulle de discussion grise n'apparaisse, suivie d'un nouveau message, je sais. Cette famille a besoin que tu arrêtes d'aggraver les choses. Mon téléphone a vibré à nouveau presque immédiatement, mais la nouvelle notification provenait de ma sœur. Brooke ne présentait pas d'excuses et ne tentait pas d'expliquer l'absence de jugement de divorce. Elle exigeait simplement le paiement final du prestataire parce que le coordinateur de l'hôtel menaçait d'annuler le forfait du bar premium. Maman dit que tu vas te calmer et payer comme toujours, a écrit Brooke. Envoie le numéro de confirmation ce soir. J'ai lu ces mots à 3 reprises. L'audace pure de cette demande a balayé les derniers restes de ma culpabilité persistante. J'ai rédigé une réponse rapide, demandant exactement pourquoi elle croyait que j'autoriserais un paiement massif pour un mariage frauduleux. Parce que tu le fais toujours quand c'est important. Cette seule phrase a éclairé mes 39 années d'existence. Ma sœur n'accordait aucune valeur à mon amour. Ma mère ne respectait pas mon travail acharné ni mon indépendance. Elles aimaient simplement le fait que je serve d'amortisseur financier permanent pour leurs mauvaises décisions. Mon argent et mon obéissance silencieuse étaient la monnaie d'échange exigée pour conserver ma place à leur table. Me dirigeant vers mon bureau, j'ai sorti un bloc-notes jaune neuf et j'ai tracé 3 lignes verticales sur la page. J'ai établi un plan de bataille strict basé uniquement sur les faits. La colonne 1 contenait les preuves indéniables. La colonne 2 listait les personnes qui avaient absolument besoin de connaître la vérité. Daniel occupait la toute première place, car le marié méritait de savoir qu'il s'apprêtait à signer une licence de mariage frauduleuse. Claire, la planificatrice de l'hôtel, avait simplement besoin de savoir que je retirais définitivement mon soutien financier. La banque régionale où travaillait Brooke ne figurait pas encore sur la liste, car je refusais d'utiliser la carrière de ma sœur comme une arme. Enfin, maman ne recevrait aucune mise à jour,
ce qui la priverait de toute possibilité d'avertir la mariée ou d'intercepter les documents. J'ai plié soigneusement la feuille jaune. Je l'ai placée dans mon coffre-fort ignifuge à côté des dossiers du tribunal et j'ai fait tourner la molette métallique lourde. La serrure s'est enclenchée avec un bruit sourd, définitif et satisfaisant. Prenant la clé de secours de mon appartement dans un bol en céramique, j'ai passé mon pouce sur le bord métallique dentelé, incroyablement reconnaissante de ne jamais la leur avoir cédé. L'écran de mon téléphone s'est allumé une dernière fois sur le bureau sombre. Le dernier message de Brooke ne comptait que 5 mots, « Maman dit que tu paies toujours 10 jours avant la cérémonie du mariage. » Le soleil du matin jetait de longues ombres pâles sur le sol de mon salon. Assise à ma table de salle à manger, ignorant le café froid dans ma tasse, j'ai ouvert un projet de mail vide. Le tapotement rythmé de mes doigts sur le clavier semblait inhabituellement fort dans l'appartement calme. J'ai ajouté ma sœur à la ligne des destinataires, puis j'ai soigneusement mis maman en copie. Mon message ne contenait aucune accusation émotionnelle et absolument aucune menace. J'indiquais simplement que le paiement final de 17 500 $ exigeait un jugement final certifié du tribunal avant mardi. En outre, je précisais qu'il s'agissait d'une condition contractuelle standard et qu'elles demeuraient les principales signataires du contrat de la salle. Appuyer sur envoyer m'a fait l'effet de jeter une lourde pierre dans un puits profond. J'ai attendu l'impact, et il est arrivé exactement 40 minutes plus tard. Brooke a répondu à tous, ignorant complètement la contrainte de délai, et a joint exactement le même document flou qu'elle avait envoyé précédemment. « Je suis légalement divorcé », disait son message. « Libère le paiement. » Ma sœur venait de verrouiller la cage de l'intérieur. Plus tard cet après-midi-là, Elena a étalé une collection de dossiers Kraft sur sa grande table de conférence en acajou. Le bureau de l'avocate sentait le propre et les vieux livres. Nous devions constituer un dossier spécifique pour le marié, en éliminant tout ce qui ressemblait à une querelle de famille mesquine. Mon amie avocate a agi avec une précision professionnelle, empilant uniquement les preuves indéniables sur le bois verni, d'abord la chronologie que nous avions rédigée ensemble, puis le registre certifié du tribunal montrant le non-lieu. Suivi du document frauduleux que Brooke avait soumis comme preuve de divorce. Enfin, nous avons ajouté l'avertissement imprimé de Mason et l'email de ma sœur exigeant l'argent. Aucun relevé bancaire montrant mes années de soutien financier n'a été retenu. Nous n'avons inclus aucune lettre émotionnelle. Il a juste besoin des faits, a murmuré Elena, faisant glisser la pile propre de papier dans une enveloppe crème épaisse. Si tu le submerges avec ton histoire familiale, il pourrait te cataloguer comme une sœur jalouse qui essaie de gâcher le grand jour. J'ai pris un feutre noir et j'ai écrit Daniel Mercé en lettres d'imprimerie sur le devant. Sous son nom, j'ai ajouté une consigne simple, veuillez lire avant de signer la licence de mariage. Mon estomac s'est serré alors que je scellais l'enveloppe, mais j'ai placé un jeu de documents en double dans mon sac cabas en cuir et j'ai laissé une troisième copie dans le classeur sécurisé d'Elena. Prendre le contrôle signifiait donner à Daniel une chance d'entendre la vérité en privé, j'ai donc rédigé un bref email à son attention le mercredi matin. J'ai demandé une courte rencontre avant la cérémonie, spécifiquement avant que tout document juridique ne soit finalisé par l'officiant. Sa réponse est arrivée presque immédiatement, chaleureuse et accommodante comme toujours, il a accepté de me retrouver à l'hôtel après son petit déjeuner avec ses témoins. Cette petite fenêtre d'espoir s'est refermée brutalement 4 heures plus tard. Mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine, affichant un SMS de Brooke. La mariée m'informait que Daniel avait un changement de programme soudain et qu'il m'était strictement interdit de le déranger le matin du mariage. Elle affirmait qu'il avait besoin de temps pour se détendre avec ses amis. J'ai fixé l'écran brillant, pleinement consciente qu'elle avait probablement intercepté le message ou convaincu Daniel d'annuler la rencontre. Je n'ai pas insisté. Au lieu de cela, j'ai opté pour une stratégie secondaire, le témoin principal, Nathan, serait aux côtés du marié toute la matinée. Il deviendrait mon messager. Les représailles promises sont arrivées le jeudi soir. Mon téléphone a sonné alors que j'emballais ma housse à vêtements dans la chambre. Le nom de maman a clignoté à l'écran et j'ai répondu à la 3e sonnerie, me préparant à la tempête inévitable. Brooke m'a dit que tu essayais de coincer Daniel samedi, a dit maman. Sa voix portait une intonation basse et menaçante qui me desséchait habituellement la gorge. Si tu apportes tes histoires de tribunal à cet hôtel, nous ne te réserverons pas de place à la réception. Mon rythme cardiaque n'a pas accéléré, mes mains sont restées parfaitement stables sur la fermeture éclair de ma housse. J'ai regardé autour de mon appartement calme et sécurisé. L'invitation tient toujours, maman. J'ai juste besoin de parler à Daniel avant qu'il ne signe les papiers légaux.
Écoute-moi très attentivement, a chuchoté la femme qui m'a élevé. Si tu gâches cette journée, tu n'auras plus de famille vers qui revenir. Un calme étrange s'est posé sur mes épaules, balayant d'un coup des décennies d'anxiété conditionnée. Alors tu as mal compris ce que j'ai bâti quand j'ai quitté ta maison, ai-je répondu. J'ai mis fin à l'appel, j'ai posé le téléphone sur le matelas et j'ai laissé le silence de mon propre foyer me réconforter. La menace de m'effacer du plan de table n'était pas vaine, mais elle n'avait plus le pouvoir de me détruire. Le vendredi matin exigeait une action immédiate, je me suis donc connecté à mes portails de cartes de crédit et j'ai systématiquement démantelé le filet de sécurité financière que j'avais involontairement fourni, j'ai annulé l'autorisation pour l'extension du bar premium. Révoqué le profil de paiement pour le transport de la préfète et retiré ma carte de la réservation de la suite nuptiale. Plus important encore, je n'ai émis aucun rejet de débit frauduleux pour les services qu'ils avaient déjà consommés, j'ai simplement arrêté l'hémorragie sur les fonds non engagés. Un email de Claire, la coordinatrice de mariage de l'hôtel, est arrivé peu après le déjeuner. Elle confirmait l'annulation de mes garanties de paiement, notant professionnellement que les mariés assumeraient désormais la responsabilité du solde restant. J'ai imprimé son email de confirmation et l'ai glissé dans ma mallette de travail. Mes obligations légales étaient officiellement rompues. Le samedi matin s'est levé froid et gris, la fraîcheur de la mi-octobre s'infiltrant à travers la vitre de la fenêtre de ma chambre. Alors que je me tenais devant le grand miroir, mon téléphone a vibré violemment sur la table de chevet. Brooke avait envoyé un SMS, « Viens tôt. Apporte le chèque. Ne fais pas de cette journée une histoire sur toi. » J'ai lissé le tissu de ma robe bleu foncé, appréciant la coupe structurée et les poches profondes. Entrant dans le dressing, j'ai ouvert mon coffre-fort ignifuge et j'ai récupéré l'épaisse enveloppe crème. Le seau en feuille d'or a capté le plafonnier. J'ai glissé le dossier lourd dans la poche intérieure de mon manteau, sentant son poids presser doucement contre mes côtes. Rédiger ma réponse n'a pris que quelques secondes, mes doigts se déplaçant régulièrement sur l'écran de verre, je viendrai tôt. J'apporte ce que tu m'as demandé d'oublier. J'ai marché vers la porte d'entrée, j'ai pris mon sac à main et j'ai fait un pas dans le couloir calme. Avant de me diriger vers l'ascenseur, j'ai serré ma clé d'appartement de secours dans ma paume pendant un long moment, sentant les arêtes métalliques tranchantes s'enfoncer dans ma peau. Elle représentait l'ultime barrière, une manifestation physique de la paix que je refusais de leur céder à tout jamais. Brooke m'avait demandé d'apporter le chèque. J'ai apporté le dossier du tribunal à la place. La suite nuptiale au 7e étage sentait intensément le fer à boucler chaud et le champagne doux. J'ai frappé une fois à la lourde porte en bois, je l'ai poussée et je suis entré dans le chaos absolu. Des demoiselles d'honneur s'éparpillaient sur la moquette comme des oiseaux effrayés. Brooke était assise sur une chaise haute face à un grand miroir éclairé, vêtue d'un peignoir en soie blanche. Maman planait juste derrière elle, ajustant un voile scintillant. Marchant droit vers le comptoir de maquillage, j'ai sorti l'épaisse enveloppe crème de la poche de mon manteau et je l'ai posée à côté d'un tube de rouge à lèvres de marque. Tu as 1 heure avant que la cérémonie ne commence, ai-je dit doucement, gardant la voix assez basse pour que la maquilleuse dans le coin ne puisse pas entendre. Dis la vérité à Daniel avant de signer les papiers légaux, et je m'en irai. Brooke a jeté un coup d'œil au sceau du tribunal sur l'enveloppe et son sourire fardé a complètement disparu. L'affaire s'est techniquement terminée, Amanda. La dernière entrée est juste une formalité administrative. Le registre indique un non-lieu, ai-je corrigé en me penchant légèrement en avant. Et Mason t'a explicitement averti que tu étais toujours marié il y a 16 mois. Tu as choisi de l'ignorer. Le teint parfait de la mariée a pris une teinte grisâtre et malade à la mention du nom de son premier mari. Maman s'est immédiatement interposée entre nous, ses mains s'agitant dans l'air comme des boucliers défensifs. Nous réglerons les vieilles formalités administratives après la lune de miel, a chuchoté la femme qui m'a élevé avec ferveur. Ne fais pas ça aujourd'hui. Brooke n'a pas pleuré. Le jeu de la victime fragile qu'elle avait joué pendant 3 ans a disparu en un instant, remplacé par un regard froid et calculateur qui la faisait ressembler exactement à maman. Daniel n'a pas besoin d'être au courant d'un vieux retard juridique, a sifflé ma sœur, agrippant les accoudoirs rembourrés de sa chaise de maquillage. Si tu essaies de gâcher cela pour moi, je dirai à tout le monde ici que tu n'es qu'une vieille fille pathétique et jalouse. Je m'assurerai que toute la famille élargie sache que tu as essayé de détruire mon mariage parce que tu n'as jamais pu trouver un homme pour toi. J'ai regardé la femme que j'avais dépensé des dizaines de milliers de dollars pour tenter de sauver, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de colère, pas de chagrin. Le puits émotionnel était enfin à sec.
Le délai reste le même, ai-je dit d'une voix parfaitement stable. Avant qu'il ne signe la licence. Brooke a claqué des doigts, rappelant ses demoiselles d'honneur dans la pièce. Amanda s'en va, a-t-elle annoncé à haute voix. Elle s'attendait à ce que je laisse les documents derrière moi dans ma défaite. Au lieu de cela, j'ai repris l'enveloppe crème, je l'ai glissée en sécurité dans la poche de mon manteau et je suis sorti. La cérémonie s'est déroulée dans la cour de l'hôtel sous une immense arche de fleurs blanches. Je ne me suis pas assise au deuxième rang, là où la famille proche se rassemble habituellement, ma sœur avait déjà modifié le plan de table, me plaçant tout au fond parmi des cousins éloignés et des accompagnateurs embarrassés. Je suis resté assise là tranquillement à les regarder échanger leurs vœux, et je ne me suis pas levé pour m'y opposer. Je refusais de transformer une barrière légitime en un spectacle théâtral. Lorsque les invités se sont dirigés vers la salle de bal pour le cocktail, je me suis glissé dans un couloir latéral. J'ai trouvé Nathan, le témoin principal, debout près du vestiaire, tenant un plateau de boissons. Nathan, ai-je dit en offrant un sourire poli. Daniel a laissé cela dans la suite nuptiale tout à l'heure. Pourrais-tu le lui donner juste avant qu'il ne signe la licence dans la salle privée? Le témoin a pris l'épaisse enveloppe, hochant la tête joyeusement, complètement inconscient du contenu explosif qu'elle renfermait. En m'éloignant, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un seul SMS directement au marié, « S'il te plaît, lis l'enveloppe que Nathan t'apporte avant de signer tout document juridique. » S'approchant de l'entrée de la salle de bal quelques minutes plus tard, le parfum lourd des roses blanches envahissait le couloir principal. Le plan de table au cadre doré se tenait exactement là où je savais qu'il serait. J'ai parcouru la liste alphabétique, constatant que mon nom avait été complètement effacé de l'affichage. Brooke s'est approché de moi, tenant une grande coupe de champagne, flanquée de maman et de quelques demoiselles d'honneur-rieuses. « Oups, on a oublié ta place », a rigolé ma sœur, tapotant son ongle manucuré contre le panneau de verre. Maman a pointé un doigt tranchant vers les panneaux de sortie. « Tu devrais probablement rentrer chez toi, Amanda. » L'une des demoiselles d'honneur a laissé échapper un léger rire, mais le son s'est éteint instantanément lorsqu'elle a réalisé que je ne rougissais pas et ne m'enfuyais pas en larmes. Je me suis tourné vers la mariée. « Ne t'en fais pas, » ai-je dit, ma voix coupant nettement le bruit du couloir. Il semble que nous ayons toutes les deux oublié quelque chose. Je n'ai pas attendu que Brooke réponde, et je n'ai pas non plus attendu qu'elle réalise que l'enveloppe n'était plus dans ma poche. J'ai simplement tourné le dos et j'ai commencé à marcher vers le hall principal de l'hôtel. Claire, la planificatrice de mariage de l'hôtel, m'a intercepté près du grand escalier avant que je ne puisse atteindre les portes de sortie. Le voyant de son casque clignotait frénétiquement à son oreille. « Amanda », a dit la planificatrice, essoufflée. « Brooke a dit que tu autorisais les 17 500 $ finaux pour le solde de la salle et le bar premium dès maintenant. » J'ai arrêté de marcher, j'ai ouvert mon sac cabas en cuir et j'ai sorti l'email de confirmation imprimé que Claire m'avait envoyé la veille. Je lui ai remis le papier directement. « Je ne suis pas la partie contractante », ai-je expliqué clairement. J'ai retiré mes garanties financières hier après-midi. Brooke nous a rattrapés, ses talons claquant agressivement sur le sol en marbre. Elle l'a promis verbalement, a exigé ma sœur, pointant un doigt tremblant vers moi. Débiter sa carte enregistrée immédiatement. J'ai regardé la mariée droit dans les yeux, pleinement consciente qu'une douzaine d'invités se tenaient près du vestiaire, écoutant le moindre mot. Mon cadeau dépendait d'un divorce légal, ai-je déclaré, ma voix résonnant légèrement dans le hall caverneux. Tu en as confirmé un qui n'existe pas, un silence lourd et étouffant est tombé sur la foule rassemblée. Les invités ont échangé des regards confus et horrifiés. Brooke est resté complètement figé, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans produire un seul son. Pendant que ma sœur se tenait paralysée dans le hall, les portes en bois lourd de la salle de signature privée se sont soudainement ouvertes au bout du couloir. J'ai vu Daniel sortir dans le passage. L'orchestre à l'intérieur de la salle de bal jouait un standard de jazz joyeux, mais le marié semblait terriblement mal en point. Son visage était complètement vidé de sa couleur. Dans sa main gauche, il serrait l'enveloppe crème que j'avais donnée à Nathan. Dans sa main droite, il tenait la demande officielle de licence de mariage de l'État. Je savais exactement ce qui avait dû se passer derrière ces portes closes, il avait lu le registre certifié, il avait vu le faux PDF, puis il avait baissé les yeux sur le formulaire gouvernemental que Brooke avait rempli des semaines auparavant. Elle avait été obligée d'écrire une date spécifique de divorce sur cette demande pour faire approuver la licence par l'État. Daniel a ignoré les invités qui chuchotaient. Il a contourné la planificatrice de mariage,
marchant droit vers la mariée. Il a levé la demande gouvernementale, ses mains tremblant d'une fureur à peine contenue. Daniel a regardé la femme qu'il aimait et a demandé, « Brooke, qui est Mason Reed ?» Le silence pesant dans le grand hall s'est brisé lorsque Daniel a pivoté brusquement et s'est dirigé vers la salle de signature privée. Il n'a pas crié. Brooke a trébuché à la suite de son fiancé, sa robe blanche traînant sur le sol en marbre poli, tandis que maman la suivait de près. Nathan, le témoin, a fait signe à l'officiant et à moi d'entrer dans le petit bureau lambrissé d'acajou avant de refermer fermement les lourdes portes en bois. À l'intérieur de cet espace clos, l'air semblait étouffant et complètement immobile. Daniel a posé l'enveloppe crème sur une petite table en verre, a pris la demande de mariage de l'État et a regardé directement ma sœur. « J'ai besoin que tu me dises la date exacte à laquelle ton premier mariage s'est terminé, » a dit le marié, sa voix dépouillée de toute sa chaleur habituelle. Brooke a dégluti difficilement, agrippant le dossier d'une chaise en cuir. Elle a fourni une date à la fin du mois de mai, ses yeux glissant nerveusement vers maman. « C'est fascinant, » a répondu Daniel en brandissant la demande gouvernementale, parce que tu as écrit une date complètement différente en août sur ce document juridique sous serment, et le registre certifié du tribunal dans cette enveloppe indique un non-lieu en avril de l'année dernière. Cela fait 3 dates différentes, Brooke. Maman s'est immédiatement avancée, posant une main réconfortante sur l'épaule tremblante de la mariée. La femme qui m'a élevé a offert un sourire rassurant et étudié. Les systèmes judiciaires sont terriblement lents de nos jours, Daniel. Amanda monte un simple retard administratif en épingle parce qu'elle se sent mise de côté. Je n'ai pas haussé la voix pour discuter. Je me tenais près des portes fermées et j'ai énoncé un fait tout simple, le registre public certifié ne contient aucun jugement final. Daniel a sorti son téléphone de la poche de son smoking, prenant des photos nettes du faux jugement, du véritable registre et de la demande de mariage. Il a annoncé qu'il envoyait les images directement à l'avocat de sa famille pour un examen immédiat. L'officiant s'est raclé la gorge, s'éloignant de la table en verre. L'homme plus âgé a pris son stylo plume dorée et l'a refermé d'un clic sec. Il a déclaré clairement qu'il ne pouvait pas légalement finaliser une licence de mariage tant que la capacité de la mariée à se marier restait en question. Rassemblant son portfolio en cuir, le pasteur s'est reculé contre le mur. La panique a enfin brisé l'attitude figée de Brooke. « Tu ne peux pas simplement t'en aller », s'est écriée ma sœur, cherchant désespérément à attraper la manche de Daniel. Nous nous tenions déjà là-bas dans la cour. Nous avons déjà prononcé nos vœux devant tout le monde. Le marié a reculé d'un pas, évitant facilement sa prise. Tu m'as laissé me tenir devant toute ma famille et prononcer un vœu solennel basé sur des documents falsifiés, a-t-il dit doucement. Cette paperasse s'arrête tout de suite. Laissant la mariée sangloter dans ses mains, Daniel a ouvert les portes lourdes et est sorti pour retrouver ses parents. La réception somptueuse a commencé à s'effondrer immédiatement. À travers l'ouverture de la porte, je pouvais voir le grand gâteau de mariage à 5 étages rester complètement intact sur son piédestal en argent. L'orchestre a cessé de jouer au milieu d'un morceau, rangeant ses instruments en cuivre dans des étuis doublés de velours, tandis que les invités perplexes commençaient lentement à se diriger vers le stand du voiturier. Claire, la planificatrice de mariage de l'hôtel, s'est glissée dans la pièce privée un instant plus tard. La planificatrice serrait son presse-papier, l'air incroyablement mal à l'aise. Elle a informé l'Assemblée que Daniel avait officiellement révoqué son autorisation de paiement pour l'ensemble de l'événement et a noté que j'avais déjà retiré mon soutien financier. Le contrat principal tenait toujours le couple pour entièrement responsable du solde restant. L'avocat de Daniel s'occuperait de sa part concernant la fausse déclaration, laissant la mariée face à une montagne de dettes immédiates. Maman s'est tournée vers moi, le regard suppliant. Couvre juste les frais ce soir, Amanda. Nous pourrons régler les détails demain, mais s'il te plaît, ne laisse pas les gens humilier ta sœur. J'ai regardé la femme qui avait passé des décennies à me conditionner pour éponger chaque désastre familial. C'est ainsi que nous en sommes arrivés là. Tournant le dos, je suis sorti de cette pièce étouffante et j'ai descendu le long couloir vide vers la sortie. Les tapis épais étouffaient mes pas, mais le bruit rapide de talons hauts a bientôt résonné derrière moi. Brooke m'a poursuivi dans le couloir, saisissant mon avant-bras juste avant que je n'atteigne le hall principal. Ma sœur pleurait sincèrement maintenant, son maquillage parfait ruiné. Elle m'a attrapé la main, me suppliant de revenir dans la salle de bal. Elle m'a imploré de dire à Daniel que le tribunal mettait simplement du temps à mettre à jour ses registres, et elle m'a supplié de payer Claire avant que la direction de l'hôtel ne fasse intervenir la police. J'ai délicatement détaché ses doigts de ma peau,
ne ressentant rien d'autre qu'un profond sentiment d'épuisement. Pour quel mensonge veux-tu que je paie, Brooke, ai-je demandé, ma voix résonnant légèrement contre le plafond haut. Le mariage ou le mari dont tu n'as jamais divorcé? Juste pour cette fois, a chuchoté la mariée, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Il n'y a jamais eu de juste une fois avec toi. J'ai continué à marcher, poussant les lourdes portes vitrées pour sortir dans l'air frais de la soirée. Avant que je n'atteigne le garage, mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Brooke avait laissé un message vocal. J'ai appuyé sur le haut-parleur, laissant l'enregistrement se dérouler tranquillement alors que je me tenais près d'un pilier en béton. Dis à Daniel que tu as mal compris, exigeait la voix enregistrée de ma sœur, son ton passant sans transition du désespoir à la manipulation. Je réglerai le divorce après la lune de miel. S'il te plaît, paie clair ce soir. Une ombre a bougé sur ma gauche. Daniel se tenait à quelques pas de là, tenant un verre de champagne tiède et intact. Il était sorti pour échapper à la foule et il avait entendu chaque mot résonner de mon téléphone. Le marié n'a pas crié. Il est passé à côté de moi, portant son téléphone à son oreille. Je l'ai entendu laisser un message à l'attention de Brooke, déclarant calmement que leur fiançailles était définitivement rompue et que toute communication future passerait par son avocat. Puis, Daniel a ajouté un détail dévastateur, il a mentionné qu'elle avait également utilisé ce même jugement frauduleux dans le dossier de prêt immobilier pour employés qu'ils avaient préparé pour leur nouvelle maison. Ce qui signifiait que le document serait probablement signalé à son service de conformité d'entreprise. Daniel s'est arrêté au bord du stand du voiturier, regardant en arrière vers le hall de l'hôtel où le gâteau de mariage non entamé trônait dans la pièce vide. Je donne chaque copie de ce document à mon avocat, a-t-il dit. 2 semaines se sont écoulées avant que la poussière ne commence réellement à retomber. Mason a engagé un nouvel avocat et a déposé une demande de divorce légitime, exigeant une déclaration complète de toutes les dettes de mariage cachées. Daniel a agi avec la même précision, l'ancien marié a définitivement dissous les comptes de mariage conjoint, mis fin à l'achat de la maison de banlieue et réclamé sa bague. Brooke a rapporté sa valise rose surdimensionnée directement dans la chambre d'amis de ma mère. Assise dans mon appartement calme, j'ai regardé les jours devenir des semaines. J'ai payé absolument 0 facture. Vers la mi-novembre, la terminologie juridique a complètement changé. Elena m'a appelé un mardi matin avec une mise à jour importante de la part de l'équipe juridique de Daniel, son avocat avait engagé un expert en analyse de documents pour examiner les dossiers du tribunal. L'expert a officiellement confirmé que le tampon du greffier et le bloc de signature judiciaire sur le faux jugement avaient été numériquement copiés directement depuis l'ancienne ordonnance de pension temporaire. Le mot de falsification est entré formellement dans la correspondance juridique. Cette révélation a déclenché un effet domino massif, Brooke avait bêtement soumis ce même document altéré à son employeur lors de sa demande de taux préférentiel pour son nouveau prêt immobilier. Lorsque Daniel a annulé l'achat de la maison et a signalé le dossier, la banque régionale a lancé un audit interne rigoureux. Ma sœur a été immédiatement mise en congé administratif non payé en attendant les conclusions de l'enquête d'entreprise. Brooke a appelé mon téléphone portable ce soir-là, la voix complètement hystérique. « Tu es en train de détruire activement toute ma carrière », a-t-elle hurlé dans le haut-parleur. « Le bureau de la conformité audite l'ensemble de mon portefeuille de clients à cause de toi. » « Ce n'est pas moi qui ai mis ce document modifié dans ton dossier d'employé », ai-je répondu calmement. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué son numéro. 3 mois après la réception gâchée, la réalité financière les a enfin rattrapés. L'hôtel historique, l'agence de voyage de luxe et plusieurs sociétés de cartes de crédit ont envoyé des mises en demeure agressives. Brooke a été contrainte de vendre son SUV de luxe simplement pour couvrir les paiements mensuels minimums de ses dettes secrètes. Maman a rapidement réalisé que ses propres économies de retraite ne pouvaient pas entretenir un second adulte indéfiniment. La femme qui m'a élevé a appelé un dimanche matin, la voix lourde de fatigue, me demandant si je pouvais lui accorder un petit prêt temporaire pour éloigner les agences de recouvrement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je lui ai envoyé par email les coordonnées d'un conseiller en crédit certifié. Je n'ai pas envoyé un seul dollar. Tu es devenu incroyablement cruel, a chuchoté maman au téléphone. Soutenir ne signifie plus payer, lui ai-je dit doucement. Le désespoir a bientôt engendré une stratégie complètement différente. Brooke s'est connecté à ses comptes de réseaux sociaux et a publié un long texte détaillant sa victimisation. Elle m'accusait d'une jalousie extrême, prétendant que j'avais malicieusement manipulé les dossiers du tribunal et volé ses fonds de mariage promis au tout dernier moment.
Plusieurs tantes éloignées ont appelé mon téléphone en l'espace de quelques heures, exigeant des explications et m'accusant de briser notre famille. Elena a réagi en rédigeant une mise en demeure rapide. La notification légale sommait ma sœur de cesser de propager des affirmations diffamatoires concernant de l'argent volé ou des documents falsifiés. J'ai choisi une approche plus personnelle pour la famille, au lieu de me disputer dans la section des commentaires, j'ai invité 3 aînés clés de la famille à une réunion privée l'après-midi dans mon appartement. J'ai posé le registre certifié du tribunal, la chronologie des événements et l'email imprimé de Brooke directement sur ma petite table de salle à manger. Les parents plus âgés ont lu les papiers dans un silence complet. Plus personne n'a jamais fait de plaisanterie sur ma personnalité difficile ou ma nature froide. La prise de conscience silencieuse dans leurs yeux valait plus que n'importe quelles excuses publiques. L'acte final de défi de ma sœur est arrivé par courrier recommandé exactement 4 mois après le mariage. Brooke a envoyé une lettre de mise en demeure formelle par l'intermédiaire d'un avocat civil bon marché, réclamant officiellement que je lui devais 17 500 $ pour rupture d'accord verbal. Elle voulait désespérément l'argent de la salle qu'elle était désormais légalement contrainte de payer. Elena a simplement ri en lisant le document imprimé dans son bureau. Mon amie avocate a tapoté son stylo argenté contre le papier, faisant remarquer que Brooke avait explicitement accepté mes conditions écrites concernant un divorce légal dans son propre email. Nous avons convenu de planifier une séance de médiation formelle pour éviter un procès civil long et inutile. Brooke est entrée dans le centre de médiation du centre-ville vêtue d'un costume gris classique et serrant un mouchoir froissé. Elle croyait fermement que ses larmes et sa performance émotionnelle l'emporteraient d'une manière ou d'une autre sur les preuves froides et concrètes qui reposaient en toute sécurité dans ma mallette en cuir. Brooke m'avait traîné en médiation pour prouver que j'avais rompu une promesse, elle venait de consigner son propre mensonge dans le registre officiel. Le centre de médiation du centre-ville n'offrait absolument aucun confort, ne présentant qu'une table en verre stérile et 4 chaises ergonomiques rigides. Elena s'est assise à mes côtés, organisant calmement le registre imprimé, le fil de discussion sur les conditions par email, le registre certifié du tribunal et les numéros de routage bancaire qui retraçaient le remboursement. Brooke s'est assise directement en face de nous, ma sœur triturant un mouchoir en papier déchiré entre ses doigts, ses yeux glissant nerveusement autour de la pièce. Son avocat civil bon marché semblait complètement épuisé avant même que la séance ne commence. Le médiateur, un juge à la retraite aux yeux gris aiguisés, a ajusté ses lunettes de lecture. Il a examiné l'email imprimé où ma sœur confirmait explicitement un divorce légal afin de débloquer le paiement final du mariage. L'homme plus âgé ne se souciait pas des dynamiques familiales complexes ou des larmes, il ne s'intéressait qu'aux fausses déclarations documentées et exploitables. Brooke a tout de même essayé de pleurer. Elle affirmait que les 17 500 $ étaient un cadeau de mariage garanti, promis des années à l'avance, et que mon retrait soudain lui avait causé une grave détresse émotionnelle. Le juge à la retraite a tapoté l'email imprimé avec un stylo argenté lourd. Il a fait remarquer que ses propres mots écrits liaient directement les fonds à une condition légale qu'elle avait délibérément fabriquée. Il a averti son avocat qu'un tribunal public ne verrait pas d'un bon œil des documents gouvernementaux altérés. En moins de 2 heures, la trace écrite indéniable a imposé une capitulation complète. Nous sommes parvenus à un accord de règlement en béton, ma sœur a officiellement retiré sa lettre de mise en demeure, reconnaissant formellement dans le procès-verbal qu'elle n'avait aucun droit légal sur l'argent de la salle. De plus, elle a accepté un plan de paiement strict pour rembourser une partie des frais juridiques d'origine qu'elle avait obtenus sous de faux prétextes. Récupérer chaque dollar des 63 000 $ que j'avais dépensés sur 3 ans était impossible, mais Elena a obtenu une victoire juridique exécutoire. Les conséquences se sont propagées rapidement au cours des semaines suivantes. L'enquête d'entreprise de la banque régionale s'est conclue rapidement, les ressources humaines ont officiellement licencié Brooke, citant les documents judiciaires altérés soumis dans son dossier de prêt immobilier interne et la fausse déclaration de statut marital. Sans revenu d'entreprise stable ni le dossier de crédit impeccable de Daniel, elle faisait face à une nouvelle réalité financière brutale. Mason a finalisé le divorce réel par une procédure de règlement impitoyable qui a exposé chaque dette de carte de crédit cachée au grand jour. Daniel n'est jamais revenu. Une petite enveloppe épaisse est arrivée dans ma boîte aux lettres un mois plus tard. Elle contenait un bref mot manuscrit sur un carton lourd, l'ancien marié me remerciait simplement d'avoir arrêté la paperasse avant que l'État ne formalise la fraude, puis il est sorti discrètement de ma vie pour toujours. Maman m'a appelé par un mardi soir pluvieux, au début du mois de décembre. La femme qui m'a élevé semblait incroyablement vieille, son ton autoritaire habituel complètement brisé. Brooke n'a absolument nulle part d'autre où aller, a supplié maman au téléphone,
la voix tremblante. Elle a besoin d'un endroit calme pour se reconstruire. Les agences de recouvrement appellent chez moi constamment. S'il te plaît, laisse-la utiliser ta chambre d'amis pendant quelques mois. Apporte-moi une copie de la clé de ton appartement. Debout près de la fenêtre de ma cuisine, j'ai regardé les lumières de la ville se brouiller sous la pluie battante. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'avais pas besoin de négocier ou de m'expliquer. Elle peut rester dans son ancienne chambre d'enfant, ai-je répondu calmement. Tu as toujours dit que cette chambre lui appartenait. Le silence s'est étiré sur la ligne téléphonique. Maman était enfin prise au piège du système même qu'elle avait construit et protégé. La femme qui avait permis des années d'abus financiers allait maintenant passer sa retraite à vivre avec l'enfant chéri et une montagne de factures impayées. Il ne restait plus de bouc émissaire désigné pour absorber le stress. Avant qu'elle ne puisse lancer une autre tentative de culpabilisation, j'ai posé mes conditions finales, nous ne communiquerons que par email au cours des 6 prochains mois. Ne me demande pas d'argent et ne te présente pas à mon immeuble à l'improviste. Le bureau de sécurité te refoulera. J'ai coupé l'appel sans attendre d'accord. Me dirigeant vers mon petit bureau en bois, j'ai ouvert l'ordinateur portable. La feuille de calcul soutien familial figurait juste là sur le bureau illuminé. J'ai choisi de ne pas supprimer le fichier, car Elena m'avait conseillé de conserver les dossiers en sécurité, mais je l'ai déplacé au fond d'un dossier d'archives verrouillé. Ouvrant un nouveau document, j'ai tapé un nouveau titre tout en haut, ma vie. La promotion de responsable régional s'est accompagnée d'un bonus trimestriel substantiel, et les fonds ont été crédités sur mon compte le lendemain matin. Au lieu de payer les factures d'urgence de quelqu'un d'autre, j'ai transféré une grande partie directement sur le capital de mon prêt immobilier. Avec l'argent restant, j'ai visité une boutique de mobilier local et j'ai acheté une magnifique table de salle à manger fabriquée en chêne massif. 4 chaises en bois entouraient la nouvelle table. Au moment où le printemps est arrivé en ville, la douce lumière du soir se déversait à travers les grandes fenêtres de mon appartement, illuminant un petit dîner calme. Elena était assise en face de moi, riant d'une blague faite par ma collègue préférée. L'odeur d'ail rôti et de basilic frais remplissait l'air chaud. Mon téléphone portable a vibré sur le comptoir de la cuisine. Le nom de maman a clignoté sur l'écran brillant. Je me suis approché, j'ai pris l'appareil et je l'ai posé face contre terre sur le marbre froid. Je n'ai ressenti aucune peur, aucune culpabilité persistante et aucun besoin urgent de répondre. Je vivais simplement mon propre moment. Regardant vers la table de la salle à manger, un sentiment profond de paix s'est installé dans ma poitrine. Personne n'avait dû payer d'honoraires pour mériter sa place dans cette pièce. Personne n'était effacé d'un plan de table juste pour qu'une autre personne se sente plus importante. Chaque personne assise sur ces chaises avait été choisie par un respect sincère et une bienveillance mutuelle. Elles avaient oublié ma place parce qu'elles croyaient que je paierais toujours pour avoir une place dans leur famille. Elles se trompaient. J'avais déjà construit un foyer bien à moi. Parfois, la leçon la plus difficile que vous apprendrez est que vous ne pouvez pas acheter l'amour véritable, peu importe le nombre de fois où vous ouvrez votre portefeuille. Lorsque vous êtes désigné comme la personne forte de votre famille, il est incroyablement facile de confondre le fait d'être nécessaire avec le fait d'être estimé. Mais une véritable famille n'exige pas que vous financiez sa tromperie ou que vous assumiez le poids écrasant de ses erreurs simplement pour préserver la paix. Vous devez reconnaître le moment où votre générosité n'aide plus quelqu'un à se tenir debout, mais finance simplement son refus de marcher. Fixer une barrière financière ferme n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte de profonde préservation de soi. Vous êtes autorisé à cesser de payer la rançon pour votre propre place à leur table, et vous avez tout à fait le droit de protéger les ressources que vous avez travaillé si dur à acquérir. Vous êtes autorisé à vous éloigner et à bâtir un foyer où votre présence est célébrée, et non facturée. Vous êtes-vous déjà retrouvé piégé dans le rôle épuisant de la personne qui règle tous les problèmes de la famille, et quel a été le déclic qui vous a finalement poussé à vous éloigner pour bâtir un espace sur bien à vous? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, car personne ne devrait avoir à porter ce lourd fardeau complètement seul.